Bonjour chers amis, voilà, je vous fais une vidéo ce matin. Alors nous allons parler d'un roi, bien sûr que vous avez tous entendu parler, que ce soit durant votre parcours scolaire ou même dans certaines discussions entre amis, en famille. Il s'agit de François Ier, bien sûr. Alors c'est le roi dont j'aurai beaucoup de choses à dire, enfin quelque chose, en tout cas quelques trucs. Vous verrez que la Renaissance, s'ils en parlent si peu, s'ils donnent si peu d'éléments, sur l'histoire des rois de la Renaissance, depuis lequel d'ailleurs Henri VIII, hein, c'est ça, je me trompe pas. Charles VIII, pardon, oh, Henri VIII, n'importe quoi. Henri VIII jusqu'à Henri II, hein, justement. Vous verrez, vous comprendrez la raison pour laquelle il parle si peu des rois. Alors, pourquoi parle-t-on peu, et notamment de François Ier? Alors déjà, j'ai oublié de vous dire, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo si vous l'appréciez. Merci pour les commentaires d'ailleurs de ceux ou celles qui me font des commentaires. Je les en remercie et je les encourage à poursuivre, à continuer, à parler autour d'eux de cette chaîne, des vidéos, de mes vidéos. Si vous appréciez mon travail, sinon, ben voilà, hein. À vous de voir. Écoutez, et puis mettez un pouce, activez la clochette afin de montrer à YouTube que vous aimez ma chaîne, notre chaîne, et que vous appréciez le travail que je fais. Alors c'est vrai que mon travail est un peu d'amateur, hein, c'est pas vraiment une chaîne de professionnels, hein, je ne suis pas, voilà, je ne vous le cache pas, hein. Alors François Ier, qui était-il en fin de compte? Déjà, il est né en 1515, mort en 1547, semble-t-il, hein, ou chevalier et restaurateur des lettres, pardon, oui, c'est vrai que François Ier, c'est lui qui a établi la langue française comme langue du royaume, puis plus tard de la nation. Alors, une fois encore, la succession se déroule sans contestation. François Ier est sacré le 25 janvier 1515. Ah ben alors non, c'est son règne. Et réorganise le conseil rapproché du roi en nommant par exemple Charles de Bourbon nouveau connétable. Il revendique à son tour le Milanais, qu'il récupère grâce à la victoire de Marignan en septembre 1515. Cela ne l'empêche pas de se rapprocher du pape Médicis Léon X contre l'avis du Parlement et de l'Université de Paris. C'est vrai qu'à l'époque, ils étaient très puissants, le Parlement et l'Université. Si l'Europe est en paix, la rivalité arrive rapidement avec l'avènement de Charles Quint, qui est élu empereur au détriment de François Ier. Ce dernier se rapproche alors d'Henri VIII lors de la célèbre entrevue du camp du Drap d'Or 1520. La guerre, la guerre est malgré tout inévitable et François Ier se retrouve rapidement esseulé. Henri VIII soutient Charles Quint, évidemment, et le connétable Charles de Bourbon le trahit. Ah. Le roi de France tente alors de reprendre l'initiative sur le terrain qui lui a jusque-là porté chance. L'Italie, malheureusement, L'Italie, malheureusement, il est battu à Pavie en 1525 et surtout fait prisonnier. Charles Quint n'accepte de le libérer que s'il lui restitue la Bourgogne. L'empereur est l'arrière-petit-fils de Charles le Téméraire. François Ier accepte au traité de Madrid François Ier accepte au traité de Madrid donc, mais ne respecte pas sa parole à sa libération. Alors que la guerre reprend, il obtient le soutien du pape Clément VII, ce qui conduit l'empereur à piller Rome en 1527. 2 ans plus tard, la paix des dames met fin un temps au conflit. Le règne de François Ier entre dans une nouvelle phase et il s'entoure de nouveaux conseillers comme Anne de Montmorency. Le roi reprend la main dans la plupart des domaines, y compris
le religieux jusqu'à tenter de jouer le médiateur entre Henri VIII et le pape. Le problème protestant est cependant de plus en plus persistant. Mais ça, ce sera la guerre des religions, on en parlera plus tard. À la fin des années 1530, la guerre reprend avec Charles Quint, puis Henri VIII, avec une nouvelle fois le Milanais et la Bourgogne comme enjeu. François Ier hésite longtemps sur la politique à tenir, mais l'aggravation du conflit conduit à la disgrâce d'Anne de Montmorency, partisan d'un accord avec l'empereur. La paix de Crécy est signée avec ce dernier en 1544, puis 2 ans plus tard, le traité d'Ardres permet la fin de la guerre avec l'Angleterre. François Ier meurt affaibli le 31 mars 1547, le pays en difficulté dans de nombreux domaines, notamment financiers. Connu pour ses grands projets architecturaux, voilà, nous y arrivons, et son mécénat. François Ier a également renforcé le pouvoir royal et conduit des réformes décisives comme l'ordonnance de Villers-Cotterêts 1539. Dans le contexte de la réforme, il passe une relative tolérance envers les protestants à une répression féroce dont est victime, entre autres, l'humaniste Étienne Dolet. Voilà un petit peu pour ce qui est de la vie de François Ier, chers amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon, il meurt. Bon, je comprends plus là, il meurt. Bon. En 1547. Qu'est-ce que je fais moi? 1547. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire de François Ier. Donc peu de choses, vous le comprenez, les histoires sont courtes. Alors je ne vais pas sur Wikipédia parce que Wikipédia, bon, vous savez, il noie sur beaucoup de choses l'histoire même. Ici, il donne un abrégé, bien sûr. Hein. Bon, c'est vrai que l'histoire des rois de France n'a pas toujours été très longue parce que des passages de certains règnes ont gêné, on va dire, le Vatican. On va dire la religion, pour ne pas la citer. Voilà un petit peu, chers amis, ce dont j'avais à vous dire concernant notre histoire. Et l'histoire de François Ier qui a établi la langue française et les lettres, donc, hein, non pas l'académie. L'académie que nous connaissons, ce sera un peu plus tard sous Richelieu, mais déjà la langue française est établie, donc remplace le patois un petit peu, les patois régionaux, même s'ils étaient encore parlés, et même jusqu'au 19e siècle, hein, on va dire, hein, même début du 20e. Mais en tout cas, la langue officielle, c'est devenu le français, voilà. Pour les lettrés, les nobles, bien sûr, les seigneurs, et puis plus tard, pour le peuple, lorsque, voilà. Voilà, chers amis, je me montre un peu parce que la dernière vidéo, je ne me suis pas montré. Alors, bon, ben voilà, hein, vous savez que j'ai une vue très mauvaise. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, mais Raymond, on a eu une de tes vidéos, quand tu te balades, on t'a vu sans lunettes. Oui, c'est vrai. Parce que, bon, c'est assez illuminé, mais ici, j'ai du mal à lire les lettres. Vous voyez, si je ne mets pas de temps à autre mes lunettes. Alors, vous ne le voyez pas parce que, bon, évidemment, hein, je vous montre l'écran autant que possible. Mais j'ai du mal parce que je ne sais pas comment faire une mise, comment incruster les contenus du web sur mes vidéos. Je ne sais pas comment faire pour l'instant. Peut-être plus tard, j'y viendrai, mais pour l'instant, voilà. Alors ma vidéo va pas durer bien longtemps parce que bon ben l'histoire est courte. Alors ce que j'avais à dire, oui, sur François Ier, excusez-moi, non seulement c'était l'auteur de la langue française, bien sûr, comme établi pour tout le royaume, donc on va dire de France et de Navarre, hein, comme on dit, de France et de Navarre, mais aussi il a établi, il a continué, si vous voulez, sous l'angle des Lumières, de la Renaissance, pardon, les Lumières c'est bien plus tard, sous l'angle de la Renaissance, les bâtisseurs, donc il a fait beaucoup pour l'architecture, effectivement, et c'est là que les bâtisseurs,
qui ont été nommés par le royaume, hein, par le roi, ont laissé des signes, comme la Notre-Dame de Paris, Notre-Dame d'Amiens, Notre-Dame de Chartres, à travers les vitraux, je crois les plus beaux vitraux de France actuellement, hein, peut-être. Et puis donc vous voyez des signes odiniques qui sont gravés soit sous les poutres, soit sous le fronton quand vous vous présentez devant l'entrée de l'église, hein, de la basilique ou de la cathédrale. Vous apercevez certains signes odiniques si vous êtes un peu connaisseur, bien sûr. Bon, là, je vous renvoie toujours pareil à la chaîne d'Oleg de Normandie, Pagan TV, ou alors, comment dire, viking.com. Mais malheureusement, Oleg, bon, comme je vous l'ai expliqué, il a un petit peu changé. Il fait un mélange entre le christianisme. Alors oui, c'est vrai que il y a un parallèle à établir entre l'Espagne au temps du roi Ferdinand et Isabelle la catholique, où autrefois les Juifs marranes pratiquaient le christianisme à l'extérieur, si vous voulez, mais le judaïsme chez eux, d'où la raison pour laquelle Isabelle la catholique et Louis Ferdinand d'Espagne ont renvoyé tous les juifs de l'époque, au XVIe siècle. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas vous raconter ça ici, puisque j'en suis en partie intéressé quelque part. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les odiniques, ceux qui continuaient à transmettre les messages d'Odin, donc des runes, sur les constructions architecturales, que ce soit sous François Ier ou même bien avant, surtout autant de, oh là là, j'arrive pas à le dire, hein, autant médiéval bien sûr, mais autant des rois de la Renaissance, voilà, de la Renaissance où là beaucoup d'édifices ont été construits, y compris des châteaux, des palais, des manoirs, etc., où vous trouvez des signes d'Odin, des runes. En fait, hein, des runes. Je vous invite de vous informer sur ce que sont les runes et de prendre un panneau que vous aurez à la main, une feuille par exemple, et de regarder chaque construction ancienne, autant des rois, hein, notamment, au XVIIe siècle et bien avant. Essayez de voir un petit peu les signes qui s'y trouvent. D'où la raison pour laquelle ils détruisent certaines basiliques, ou alors ils défigurent, vous voyez, comme notamment Notre-Dame de Paris où la flèche a brûlé, comme par hasard. Parce qu'il y avait beaucoup de signes dans les poutres, justement, dans des poutres très anciennes, impossible de reconstituer d'ailleurs. Hein. Il y avait beaucoup de signes des runes justement, qui sont les écrits, les messages qu'ont voulu nous laisser les bâtisseurs. Et ces bâtisseurs sont à mettre, si vous voulez, en parallèle avec la loge maçonnique, mais la vraie loge des maçons, pas celle qu'on voit aujourd'hui à partir du 18e, 19e siècle. Celle-là, c'est une loge récupérée par Andersen et d'autres, hein, Weishaupt pour les Illuminés de Bavière, par exemple, où là vous trouvez une loge maçonnique différente, totalement récupérée, religieuse, oui, par certains côtés, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas pénétré l'Église, c'est le contraire, c'est l'Église qui a pénétré la loge maçonnique. Vous voyez, les catholiques, ceux qui se disent, les écrivains, je vais revenir un petit peu aux bâtisseurs, vous inquiétez pas, sous François Ier, mais on entend dire notamment de certains anciens écrivains que l'Église a été pénétrée par la franc-maçonnerie. Non, chers amis, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est l'Église, notamment l'ordre des Jésuites, l'ordre de la Compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, mais après lui, si vous voulez, peut-être après lui, où la Compagnie de Jésus a pénétré toutes les universités, tout l'enseignement que nous avons encore aujourd'hui au XXIe siècle, que nous avons partout. Même si on parle de république, si on parle de ceci, cela, mais il y a toujours cette foi, cette religion qui est derrière l'enseignement des jésuites. Vous l'avez surtout au niveau des universités, des facultés. C'est là que vous trouvez le plus de traces de l'enseignement des jésuites. Et pourquoi je vous parle de cela, chers amis, c'est justement parce que la religion d'Odin,
On cherche à l'effacer à tout point de vue. On brûle des églises, le Parlement de Bretagne qui a brûlé parce qu'il y avait beaucoup d'archives qui parlaient de certaines époques, notamment des bâtisseurs, au temps de François Ier et même bien avant, n'est-ce pas? L'époque des Mérovingiens en Bretagne notamment. Alors, les traces de Jeanne d'Arc aussi, certainement, où on parle d'elle. Hein. Donc, si le Parlement de Bretagne a brûlé il y a maintenant une vingtaine d'années, je crois, hein, si je ne me trompe pas, peut-être encore plus loin, un peu plus loin, le Parlement de Bretagne, c'est pas celui de Rennes, hein, c'est celui de Nantes, je crois. Parce que Nantes, pour moi, elle est bretonne, elle n'est pas des Pays de Loire. Hein. Même s'il y a eu un découpage, bon, etc. Alors, je reviens sur François Ier. François Ier lui-même, dans son château de Chambord, vous trouvez encore une tapisserie dans la salle, je crois que c'est la salle d'accueil maintenant, hein, dans son château, dans ce château de Chambord, vous trouvez encore des traces des runes qui ornent la tapisserie ou l'entrée. Et ça, faut faire attention. Je vous dis, cherchez sur Google les runes, imprimez-les sur une feuille de papier où vous voulez. Et tâchez, si vous partez en visite, notamment sur les châteaux de la Loire et autres, sur les églises de Notre-Dame de Paris et autres, ou même le château de Versailles, si vous regardez l'entrée, le parterre, hein, le carrelage, où Louis XIV a fait placer des signes, des runes, notamment le signe Agar, je crois, Ogar ou Gar, qui est un losange inversé, traversé d'une croix, avec une pyramide au milieu qui représente la lance d'Odin. Je n'invente rien. Et Louis XIV, ne me dites pas qu'il a laissé ça au hasard. C'était un roi très, très pointu, j'allais presque dire maniaque, pas maniaque, mais enfin on dirait maniaque aujourd'hui, sur tout ce qui se faisait dans son palais, et même dans Paris d'ailleurs, hein, ou dans Versailles. Tout ce qui se construisait, les jardins, le nôtre et tout ça, je crois que c'est à cette époque, hein, se faisait sous le regard vigilant, bienveillant du roi. Louis XIV. Il était extrêmement pointilleux et il voulait tout contrôler. Il contrôlait tout. Hein. La musique avec Jean-Baptiste Lully et même Rameau un peu plus tard, il contrôlait jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à sa maladie hein, qui allait l'emporter, la gangrène. Il a tout contrôlé. Rien n'était laissé au hasard, y compris ses funérailles. Vous vous rendez compte? Il avait même prédit, il avait anticipé ses funérailles pour établir le protocole une fois mort, une fois le roi défunt, une fois le roi décédé, pardon. Donc, vous voyez, rien n'était laissé au hasard avec le roi. Donc, que l'on ne dise pas, oui, mais le roi, non. Alors, que ce soit le roi Louis XV ou Louis XVI, ou les rois avant lui, même François Ier, je ne sais pas si François Ier a tout contrôlé, mais en tout cas, il a contrôlé ce qui se faisait dans le château de Chambord, qui était son palais, hein, son château, donc, avant de devenir bien de l'État, hein. Bon, passons, il contrôlait, je pense, ce qui se faisait dans son château, quoi, voilà. Voilà un peu, chers amis, donc, si vous vous trouvez dans la période, et d'ailleurs, si je vous parlais de ces quelques monuments de la peinture, de l'architecture, dont Léonard de Vinci, qui connaissait bien les symboles, hein, puisqu'il les pratiquait lui-même. Il laissait des messages dans ses tableaux, la Joconde, le repas du jeudi saint de l'Évangile, hein. Vous savez, la fameuse peinture. Alors là peut-être que oui, il y a quelque chose à rapprocher entre le christianisme qu'il a voulu démontrer, mais sous un angle plus mystérieux, plus secret, que seuls les connaisseurs, bon, Lègue prétend l'avoir compris, j'espère que ce soit vrai, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a vraiment de chrétien. Oui, en apparence, oui, bien sûr, il y a les clous, il y a les symboles des clous, les 3 clous, il y a dans sa peinture, hein, dans son tableau, que Léonard de Vinci, sur le dernier banquet, le repas de la Seine, voilà, c'est le repas de la Seine qui a été figuré de façon injurieuse lors de l'inauguration des Jeux Olympiques de 2024 en France, au mois de juillet, hein, rappelez-vous. Mais le vrai tableau, la vraie peinture de la Joconde, qui sont des lignes, on va dire disparates, que l'on définit pas, il y a des signes que seuls les connaisseurs peuvent comprendre. Vous
Moi, j'en fais pas partie, malheureusement. Je ne suis pas un connaisseur de la chose, sauf si ce n'est qu'à travers le travail d'Oleg de Normandie. Mais autrement, moi, bah, voilà, je ne suis pas un connaisseur, hein, particulièrement. Mais je vous transmets ce que j'ai appris de lui et puis d'autres sources que j'ai pu chercher par la suite et ce que j'en ressens, ce que j'en pense. Je pense que la vraie religion de la France, de la Gaule, pour moi, c'est la religion d'Odin. Et les symboles, les runes sont effectivement le message de nos anciens, de la religion primordiale qui a marqué jusqu'à aujourd'hui encore notre histoire, même si on tente de l'effacer, ou en tout cas de divertir les gens pour pas qu'ils reviennent sur la connaissance, la vraie, parce que nous sommes dans une période d'obscurantisme complètement. On nous aveugle, on nous fait miroiter pas mal de choses pour nous détourner de la véritable civilisation d'Odin qui a primé sur notre pays. Voilà, chers amis. Voilà, j'arrête là cette vidéo pour pas être trop long. Je ne ferai pas d'actualité aujourd'hui. Bon, c'est un peu... Bon, je vous laisse chercher. Je ferai peut-être une courte vidéo dans l'après-midi. Je verrai bien. En tout cas, chers amis, comme d'habitude, je vous quitte. Je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée. Donc, nous sommes le 2 avril 2025, je le rappelle. Cette vidéo paraîtra aujourd'hui, je pense, ou demain, je ne sais pas encore. Soyez heureux en famille avec vos enfants, petits-enfants, vos parents, vos grands-parents. Soyez heureux, paix et amour avec vos amis, avec vos collègues de travail, vos camarades de travail. Et dites-vous bien, malgré la période funeste que nous traversons, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. Dites-vous bien, ne voyez pas tout en noir, ni tout en rose, ou tout en blanc si vous préférez. Voyez les choses avec des lunettes transparentes, l'actualité, mais tâchez de regarder qu'il y a quand même encore quelques bons côtés encore qui subsistent. Je ne sais pas pour combien de temps, mais enfin ça, l'avenir dira. Nous nous disons à très bientôt. Au revoir.